So, die Damen und die Herren, erlaubt mir, dass ich 2, 3 Wörter als Einleitung so an die auch auf Französisch, étant donné que notre hôte, pour lequel on est très, mais vraiment très content et heureux qu'il ait accepté de faire une conférence à Luxembourg, notre hôte Jean-Marie Pelt, bien qu'il a des sources ou des gènes luxembourgeois, qu'il dit toujours, étant donné que, si je suis bien informé, c'est votre grand-père et aussi votre grand-mère qui sont d'origine luxembourgeoise, le grand-père surtout du côté d'Alheim, c'est-à-dire que Jean-Marie Pelt a quand même une forte sympathie et relation avec le Luxembourg et on est heureux de l'accueillir ce soir au Luxembourg. Nous qui l'accueillons, c'est l'ASBL, Natur und Umwelt. Je ne vous dis pas une nouveauté en vous disant que c'est quand même la plus grande association de la protection de la nature avec 14 000 membres quand même. Et un de nos travaux ou obligations primordiales, c'est l'information, la sensibilisation, c'est-à-dire essayer de sensibiliser le grand public aux sujets écologiques environnementaux. Et on a ce soir chez nous un des, sinon l'expert même, surtout de la France, sur ce sujet. Et depuis 2 années, on a une relation et un partenariat avec un centre qui s'appelle Centre Jean-Marie Pelt à Rodemack. Jean-Marie Pelt, il habite à Rodemack, il est né à Rodemack aussi, c'est tout près ici. Et on a une relation très étroite, finalisée l'année dernière lors de l'Assemblée générale comme association partenaire, le Centre Jean-Marie Pelt. Et on a des projets qui vont se réaliser au fur et à mesure des années. Et un des atouts, un des points forts est aujourd'hui la conférence de Jean-Marie Pelt. Je pourrais parler maintenant 10 minutes en énumérant tous les exploits de Jean-Marie Pelt, mais je ne vais citer que quelques-unes de ses formations, de ses titres. Il est pharmacien agrégé et botaniste. Vous pourriez le voir sur la table, sur les nombreuses publications qu'il a faites. Il y en a surtout sur les plantes et l'écologie. Il a fait un professorat en biologie végétale, en botanique, en cryptogamie et en pharmacognosie. Il va vous dire ce que ça signifie. Il est professeur émérite de l'Université de Metz et écrivain et écologiste. Vous avez la possibilité de consulter, même d'acheter quelques-unes de ses publications qui sont exposées sur la table à l'arrière de la salle. Il est aussi un des participants de la Grenelle de l'environnement en France. Il est surtout aussi le fondateur de l'Institut européen d'écologie à Metz. Et en dehors de cette préoccupation scientifique, surtout, il était aussi engagé au niveau politique comme adjoint du maire de Metz. Et c'est sous l'égide de Jean-Marie Pelt que la ville de Metz a réussi à décrocher le titre de ville verte, un des titres qui est quand même mérité pour la ville de Metz. J'ai une deuxième page avec tous ces exploits, tous ces titres, ces prix, ces distinctions. Jean-Marie, oui, j'en passe pour donner finalement la parole à notre hôte et encore une fois, grand merci d'avoir accepté de nous faire une petite conférence qui s'appelle Biodiversité, pour qui et pourquoi. Et la parole est donc à Jean-Marie Pelt. Merci d'être venu. À la suite de la conférence, on va vous passer le micro si vous avez des questions. On pourra faire des questions auxquelles Jean-Marie va aisément et avec sa perspicacité et sans savoir répondre. Et à la suite de ces questions, on vous offre encore un petit verre. Merci d'être venu et bonne soirée.
Merci, cher Président. Bonsoir, mes chers amis. D'habitude, on commence par une adresse au public en disant « Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir », mais je vous le dis parce que je le pense vraiment. Vraiment, je me réjouissais beaucoup d'être ici. En effet, parce que le Luxembourg m'est très cher. Comme vient de le dire notre ami, de par mes grands-parents Pelt, nous avons nos racines à Dahlheim au Luxembourg, et par mes grands-parents Clément du côté de ma mère à Rémiche. Donc je suis quasiment luxembourgeois des deux côtés. Et je suis très attaché à votre pays. Quand nous avons besoin de respirer et quand il est parfois difficile en France de respirer, en particulier en ce moment, vous le voyez bien, nous passons la frontière et nous allons chercher de l'essence au Luxembourg. Donc le Luxembourg a aussi un intérêt économique et naturellement culturel. Et je me réjouis beaucoup aussi que le centre qui portera mon nom, parce que c'est ainsi que mes amis le souhaitent, travaille en étroite collaboration avec Natur Umwelt qui nous rassemble ce soir. Je pense qu'on peut faire de très belles choses ensemble. Et j'ai été très proche de vous quand il a été question de faire cette fameuse centrale de Cattenom, parce que je m'y suis opposé farouchement. Et je reste très, très hostile à un nouveau développement du nucléaire. J'ai un souvenir très vif. J'ai été invité par le Parlement luxembourgeois pour m'exprimer il y a bien longtemps sur le projet d'une centrale à Rémerchienne. J'ai expliqué toutes les raisons qui me semblaient plaider à l'encontre d'un tel projet. J'ai été écouté. À la fin de cette mémorable journée, on m'a dit « Je crois que vous nous avez convaincu, Monsieur Pelt ». Donc c'était plus facile de convaincre les Luxembourgeois que de convaincre les Français qui ne m'écoutaient pas. Et à cette occasion-là, mémorable dans mon esprit, j'étais content et fier d'être avec vous dans un grand engagement écologique. Alors ce soir, on a choisi comme thème de conférence la biodiversité. C'est un thème dont on parle beaucoup. C'est un des thèmes majeurs de l'écologie. Vous savez, autrefois, les philosophes insistaient beaucoup sur l'unicité du monde vivant. Et on disait, tous les vivants ont en commun des lois qui les régissent. Ils viennent tous d'un spermatozoïde et d'un ovocyte. Ils naissent, ils croissent, ils décroissent et ils meurent. Ils se nourrissent, ils respirent, ils ont la même chimie avec le même code génétique à base d'ADN. Donc voilà, il y a une unité profonde du vivant. Alors ce qui est original, c'est que depuis que l'écologie a émergé, disons il y a maintenant un demi-siècle, on a bien entendu confirmé ce point de vue, mais en même temps, on a insisté sur la diversité du vivant. Et on pourrait dire que, de ce point de vue, nous sommes nous-mêmes à la fois ceux qui considèrent que tout le vivant forme une formidable unité et qu'en même temps, tout le vivant forme une extraordinaire diversité. Je vous rappelle que la devise de l'Union européenne, c'est « unis dans la diversité ». Cette diversité est très importante. On connaît actuellement 1 800 000 espèces d'êtres vivants. Nous en sommes une seule, l'Homo sapiens. Sur le 1 800 000, il y a en gros, il y a 1 million d'insectes que l'on connaît. Il y a 270 000
espèces de plantes, il y a 30 000 espèces de poissons, il y a presque 10 000, mais pas tout à fait, espèces d'oiseaux. Et dans notre propre groupe, le groupe des mammifères auquel nous appartenons, il y en a 5 400. Voilà les principaux groupes d'êtres vivants. Alors en ce qui concerne les plantes et en ce qui concerne les mammifères, on les connaît presque tous, on en découvre encore mais pas beaucoup, parce que ce sont des êtres de grande taille. Mais pour les êtres microscopiques, il y a encore énormément à découvrir. Par exemple, pour les bactéries qui sont les microbes, on en connaît en gros 7000 espèces. Mais on estime, d'après plusieurs approches sondagières, par sondage, qu'il y en aurait sans doute plus d'1 million. Donc on ne connaît presque rien. Les espèces de bactéries qui sont dans le sol, pratiquement on ne les connaît pas du tout. On connaît à peu près celles qui sont dans nos intestins. Les champignons, on en connaît 70 000 espèces, dont une toute petite minorité forme des chapeaux. L'immense majorité des champignons ne forment pas de chapeaux. Ce sont des filaments dans le sol et c'est tout. Et on estime qu'il y en a aussi probablement, approximativement, 1 million. Donc vous voyez qu'il y a énormément d'êtres vivants qui sont encore à découvrir et que d'après différentes estimations, on estime qu'on connaît entre 10 et 20% des espèces vivantes. On en découvre 18 000 chaque année. Et qu'il y en aurait entre 10 millions et 20 millions. Donc il y a du travail pour 1000 ans, si on continue le rythme actuel de découverte de nouvelles espèces. Donc il y a encore de beaux jours pour les biologistes et de beaux jours pour les naturalistes. Alors ces espèces vivantes ressemblent aux êtres vivants individuels, en ce sens qu'elles ne sont pas éternelles. On a longtemps pensé que les espèces sont éternelles, que les hommes existent depuis toujours et dureront toujours. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas comme ça que ça se passe, et que les espèces vivantes disparaissent au bout de 5 à 10 millions d'années à peu près. Et notre espèce, à nous, les hommes, est une espèce extrêmement jeune parce que nous n'avons pas encore 200 000 ans. Et nous n'avons commencé à exister pour l'histoire, donc après la préhistoire, depuis seulement 10 000 ans. Donc nous sommes une espèce très jeune. Et nous sommes la seule espèce, la seule, qui peut s'auto-détruire complètement. Un grand conflit nucléaire emporterait l'humanité. Il n'emporterait pas la vie, parce qu'il y a des bactéries qui supportent des radiations 3000 fois plus fortes que ce que nous supportons nous. Et celles-ci continueraient à exister à la suite d'un grand conflit nucléaire. Les scorpions aussi supportent des doses de radioactivité très importantes. Donc nous ne sommes pas capables encore, Dieu merci, de supprimer la vie sur la Terre, mais nous sommes tout à fait capables de nous suicider, d'où l'importance de tous les efforts qui doivent être faits pour un avenir de paix au niveau de toute la grande famille humaine. Alors, ces espèces qui, donc, je le disais, disparaissent au bout de 5 à 10 millions d'années, disparaissent aujourd'hui beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. Je disais qu'il y avait 5400 espèces de mammifères. Eh bien, on estime qu'il y en a 1200 qui sont menacées d'extinction à court terme, c'est-à-dire 20%. Cette disparition n'est pas un phénomène nouveau. Il y a eu dans l'histoire de la vie sur la Terre des périodes
où des espèces ont massivement disparu, ce qu'on appelle les grandes extinctions. Alors il y en a eu une à la fin de l'ère primaire parce qu'il y avait un volcanisme extraordinaire qui a emporté 90% des espèces. Ça a été un raz-de-marée d'extinction massive. Et puis ça s'est reconstitué. Les trous se sont rebouchés pendant des millions d'années avant qu'on retrouve de nouveau une forte biodiversité. À la fin de l'ère secondaire, il y a de nouveau eu une grande catastrophe parce qu'une météorite est tombée sur la Terre et cette météorite a emporté les dinosaures, comme on le dit toujours, comme on le sait maintenant, et donc c'était aussi une période de grande extinction. Et voilà maintenant que l'extinction actuelle, ce ne sont plus des phénomènes météorologiques ou géologiques qui la produisent, mais c'est nous les humains. Pourquoi ? Parce qu'on détruit les forêts tropicales qui sont très riches en biodiversité. Vous savez le sort de ces forêts, le déboissement massif, les incendies massifs, les utilisations massives de ressources dans ces grandes forêts, l'assèchement des zones humides aussi, les progrès de l'urbanisation et de l'industrialisation. Là, on a un chiffre pour la France, mais qui est parlant. Tous les 7 ans, la France perd la surface d'un département parce que les grands projets de construction, d'urbanisme et de génie civil consomment des quantités importantes de nature. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a une perte importante de biodiversité, parce que quand on change les milieux, il est facile de comprendre que les espèces qui vivent dans ces milieux ne peuvent souvent pas s'adapter. Et puis il y a aussi les pesticides qui posent beaucoup de problèmes. On a dit tout à l'heure que j'étais pharmacien à l'origine et botaniste. Quand j'ai commencé mes études de pharmacie en 1951, j'ai fait pour la faculté un herbier à Rodemack. Et j'ai récolté des fleurs dans les champs, des fleurs sauvages que j'ai collées sur des planches de carton avec le nom latin de la plante, le nom français et ses utilisations. Et cet herbier, je l'ai conservé. Eh bien, écoutez, aujourd'hui à Rodemack, je ne peux plus faire cet herbier. Parce que un certain nombre de plantes qui sont dans mon herbier ne sont plus là. Je prends un exemple précis. Dans les moissons, il y avait traditionnellement des bleuets, des coquelicots, des marguerites, et puis quelques autres plantes très fleuries, très jolies. Ces quelques autres espèces de plantes ne sont plus là. Elles ont disparu. Elles ont disparu avec les herbicides qu'on a répandus pour les faire disparaître, naturellement. Et ça ne veut pas dire que les espèces auxquelles ces plantes appartenaient aient complètement disparu, mais ça veut dire que les populations de ces plantes se sont réduites considérablement. Et alors la question qui se pose, c'est de dire, est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est grave que les petites fleurs que je trouvais dans les moissons ne sont plus là ? Eh bien oui, c'est grave. Et c'est grave parce que ces petites fleurs-là, justement, nourrissaient les abeilles. Et qu'aujourd'hui, les abeilles sont mal nourries ou pas nourries, et par-dessus le marché attaquées par les pesticides, donc en rapide perte de vitesse. Pour nous, en Europe occidentale, nous avons perdu sur 20 ans 40% des populations de nos ruches. Il y a un chiffre pour la France qui est très facile à retenir.
il y a 20 ans, nous produisions 32 000 tonnes de miel. L'année dernière, on était en dessous de 16 000 tonnes, donc on a perdu plus de la moitié de la production. Mais ce qui est plus grave, c'est pas seulement qu'on perd le miel, c'est que ces abeilles pollinisent les fleurs et qu'elles pollinisent les fleurs qui donnent ensuite les fruits, qui donnent ensuite les légumes. Et si la pollinisation ne se fait pas, alors il n'y a plus de fruits et plus de légumes. C'est ce qui est arrivé il y a 3 ans aux États-Unis, où les immenses champs en Californie, les vergers d'amandiers, n'ont pas été pollinisés parce qu'il n'y avait plus d'abeilles. Et la production des amandes sur le marché international s'est complètement effondrée. Et là, on a eu un exemple de ce qui pourrait se passer si cette perte des abeilles s'aggravait. On a calculé que s'il n'y avait plus d'abeilles, eh bien, on perdrait plus du tiers des espèces végétales nutritives, des aliments végétaux, ce qui aurait des conséquences inimaginables, évidemment, des disettes, des famines, etc. Alors on a dit, oui, mais c'est pas forcément très grave, parce que s'il n'y a plus d'abeilles pour faire la pollinisation, on pourra mettre des gens dans les champs, ils auront une petite plume d'oie, ils mettront la plume sur les étamines, ils prendront le pollen et le poseront sur le pistil. Et donc il y aura une pollinisation, mais par nous, par les humains. Alors on a calculé qu'il faudrait embaucher beaucoup de monde et que chaque année, ça coûterait 153 milliards de dollars. Voilà ce que nous permet d'économiser les abeilles. Alors il y a des économistes un petit peu cinglés qui ont dit « mais non, ça serait très bien, ça créerait de l'emploi ». Et on pourrait, dans la jeune université de Luxembourg, à laquelle je souhaite évidemment bon vent, créer une maîtrise et des licences de pollinisateurs. Et on deviendrait par conséquent des pollinisateurs professionnels qui remplaceraient les abeilles. Voilà le genre de réflexion fumeuse qu'on trouve parfois ici ou là. Vous avez bien compris que c'est une plaisanterie, mais c'est ce qu'on a dit et on a évalué à 153 milliards de dollars. C'est une étude américaine. Voilà ce que nous apportent les abeilles. Voilà le cadeau que les abeilles nous font. Alors nous voyons par conséquent dans cette histoire qu'il y a des liens très étroits entre les espèces et les services que rendent ces espèces. Et qu'il y a toutes sortes de rebondissements, parce que je pourrais continuer mon histoire en disant que s'il n'y avait plus de fruits et légumes, alors on pourrait dire on va s'en passer. On mangera des céréales qui ne sont pas pollinisées par les abeilles, mais par le vent. Mais à ce moment-là, nous n'aurions plus les fruits et légumes, dont il est important de savoir qu'ils contiennent des nutriments spécifiques qu'on ne trouve que dans les fruits et les légumes et dans aucun autre aliment, qui sont protecteurs par rapport aux grandes maladies de civilisation que sont les accidents cardiovasculaires, qu'est le diabète, qu'est le cancer, que sont les maladies neurodégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Alors ça c'est très récent, on le sait depuis 10 ans, mais on sait aujourd'hui que c'est vrai qu'il faut consommer 5 fruits et légumes par jour. Et si on les consomme bio, c'est encore mieux, parce qu'ils contiennent plus de ces nutriments protecteurs, parce qu'ils ne contiennent pas de pesticides, parce qu'ils contiennent moins d'eau, et parce qu'ils ont par conséquent des avantages qui sont absolument indéniables, comme l'a montré une étude américaine récente, qui a enfin mis un point final à ce débat qui n'en finissait plus, où les pouvoirs publics nous disaient le bio et le pas bio, c'est la même chose. Eh bien, c'est pas vrai. C'est pas la même chose du tout. Et ça a été prouvé par une étude qui a porté sur 343 publications sur le bio. On a fait la synthèse des 343 publications et il est paru alors complètement évident que le bio rendait
des services très importants. Donc vous voyez les conséquences en cascade. On part des abeilles, on arrive aux fleurs, à la pollinisation des fleurs, aux fruits et légumes et aux maladies qui sont diminuées si on a à notre disposition ces fruits et légumes. Eh bien, l'écologie, c'est ça. L'écologie, c'est la science de ces équilibres subtils et de ces interrelations souvent méconnus entre des éléments qui paraissent disparates, mais qui sont tous reliés les uns aux autres. Quand on commence un cours d'écologie, on raconte une histoire pour que les étudiants puissent mémoriser le concept central de l'écologie, qui est cette idée d'équilibre. L'histoire commence avec Darwin, qui est le grand biologiste anglais, et qui a observé la nature à la fin du XIXe siècle, et qui s'était aperçu que le trèfle, abondamment cultivé en Angleterre, n'était pollinisé que par les bourdons, parce que les bourdons sont des insectes costauds, et que les fleurs de trèfle sont fermées. Et le bourdon tape fort, il ouvre la fleur, il se met du pollen sur le corps, il va taper sur une autre fleur, il ouvre aussi, et naturellement, comme il s'agit dans la fleur, il dépose le pollen qu'il a récupéré sur une fleur, sur une autre fleur. Et la pollinisation se fait. Et il a dit, pour qu'il y ait beaucoup de trèfle, il faut beaucoup de bourdons. Et alors, il y a eu une année où il y a eu une prolifération de mulots, comme ça a été le cas chez nous, en 1947. Les plus anciens s'en rappellent peut-être, où il y avait des bestioles partout dans les jardins. Et là, il s'est aperçu que les mulots mangeaient les nids de bourdons, et qu'il y a eu beaucoup moins de bourdons, et que, par conséquent, la récolte de trèfle a été fortement diminuée. Et il s'est dit, si nous voulons avoir beaucoup de trèfle, de belles récoltes, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de mulots. Il faut qu'il y ait des chats, parce que les chats mangent les mulots. Et s'il y a beaucoup de chats, eh bien, il n'y aura pas beaucoup de mulots, il y aura beaucoup de bourdons et beaucoup de trèfle. Et pour qu'il y ait beaucoup de chats, il faut qu'il y ait beaucoup de vieilles dames anglaises amoureuses de leurs chats. Et s'il y a beaucoup de vieilles dames anglaises amoureuses de leurs chats, eh bien alors il y aura beaucoup de trèfle. Et puis, après, l'histoire continue. Qu'est-ce qu'on fait avec le trèfle? On nourrit les bœufs, naturellement. Et c'est l'époque où on a inventé les conserves, les boîtes de conserve. Et ces boîtes de conserve ont changé complètement l'alimentation des marins. Parce que les marins n'avaient pas de viande, sinon de la viande sèche et salée, dont ils se lassaient très rapidement lorsqu'ils étaient en mer pendant des temps très longs. Et ils ont pu emporter des cornets de bif. Et ça a changé, paraît-il, complètement leur vie. Et plus il y avait de trèfle, plus il y avait de boîtes de cornets de bif, ce qui a renforcé la marine anglaise. Et si la marine anglaise s'est renforcée, ça veut dire qu'il y a eu de plus en plus de marins. Mais s'il y avait de plus en plus de marins, il y avait de plus en plus de femmes seules en Angleterre. Et les femmes seules en Angleterre étaient amoureuses de leurs chats. Donc il y avait de plus en plus de chats. Et comme il y avait de plus en plus de chats, il y avait de moins en moins de mulots, de plus en plus de bourdons, de plus en plus de trèfles, de plus en plus de cornets de bif, de plus en plus de marins. Et vous voyez que le cercle s'était ainsi bouclé. Et cette histoire permet de comprendre les liens étranges qui existent entre des phénomènes dont on n'a pas la moindre idée qu'ils puissent être en relation les uns avec les autres. Et l'écologie, c'est la science des interrelations entre les espèces vivantes. Mais cette histoire est humoristique, nous allons maintenant la transposer dans la réalité. Et on va raconter une deuxième histoire qui s'inspire tout à fait de la première et
qui a été constatée en Alaska, aux États-Unis par conséquent, où on a protégé les loutres de mer. Ces loutres étaient très très demandées pour leur pelage, pour leur peau, avec laquelle on faisait des cuirs particuliers. Elle était très utilisée et les populations de loutres se sont effondrées. Alors on a protégé les loutres. On n'a plus osé tuer des loutres et il y a eu de moins en moins de loutres. Alors on s'est posé la question, comment se fait-il que les loutres qu'on ne tue plus maintenant et dont on n'utilise plus la peau deviennent toujours de plus en plus rares? Et on s'est aperçu qu'elles devenaient de plus en plus rares parce que les orgues, qui sont de gros mammifères marins, mangeaient les loutres. Alors on s'est dit, mais comment que ça se fait que les orques mangent les loutres, puisque normalement, les orques mangent des poissons? Et bien, la réponse était ceci, c'était qu'on avait surpêché et qu'il y avait de moins en moins de poissons. Et que par conséquent, les orques s'étaient reconvertis en mangeant les loutres. Et donc, il y avait de moins en moins de loutres. Et les loutres se nourrissaient d'oursins. Et comme il y avait de moins en moins de loutres, du coup, il y avait de plus en plus d'oursins, puisqu'il n'y avait plus les oursins de prédateurs. Et les oursins ont proliféré. Que mangent les oursins? Les oursins mangent des algues. Et par conséquent, comme il y avait beaucoup d'oursins, il y avait de moins en moins d'algues. Or, les algues forment le milieu dans lequel se développent les petits alevins de poissons, les coquillages, les mollusques, les crustacés, les moules, les huîtres, etc. Et comme ce milieu porteur de vie n'existait plus, eh bien, les alevins ne pouvaient pas arriver à maturité. Et donc, il n'y avait plus de poissons. Et comme il n'y avait plus de poissons, du coup, les orques pouvaient, comme je le disais, manger les loutres. Les loutres ne mangeaient plus les oursins proliféraient et consommaient les algues disparaissaient, et avec eux les poissons. Et dans cette histoire-là, vous voyez, c'est exactement la même histoire, avec une terrible conclusion, c'est qu'on avait surpêché, qu'il n'y avait plus de poissons, et quand on a arrêté la surpêche, il n'y avait plus de poissons non plus, parce qu'on avait détraqué l'écosystème complètement, on avait détruit un équilibre, et cet équilibre ne s'était pas restauré. Et on pourrait raconter la même histoire à propos de la Namibie, des côtes de la Namibie, de l'océan Atlantique Sud-Est, où on a surpêché aussi, où les poissons, de la même manière, ne sont pas revenus, et où ils ont été remplacés par des méduses. Et les méduses, on ne sait pas quoi en faire. Et là aussi, on a un système biologique qui a été complètement détruit. Donc vous voyez tout l'intérêt de la biodiversité. Quand on casse les chaînes alimentaires, eh bien on détruit des équilibres qui ensuite ne sont pas reconstitués. Alors, j'ai parlé de Darwin tout à l'heure. Ça a été un très grand savant. Ils avaient de la nature une vision, très pessimiste. Ils pensaient que la nature, c'était la loi de la jungle, que c'était la loi du plus fort, que c'était au toit de là que je m'y mette, que les forts mangeaient les faibles, que les gros mangeaient les petits, et que par conséquent, c'était quelque chose d'affreux. Et cette idée s'est ensuite transposée dans le domaine de la philosophie, et on a dit que la société, constituée d'êtres vivants, était soumise aux mêmes lois, et qu'il était donc normal que dans la société, il y ait aussi des luttes
Elles ont été théorisées par Marx sous l'idée de lutte des classes. Elles ont été théorisées par les libéraux sur l'idée d'une concurrence à outrance qui devait éliminer les moins compétitifs, ce qui reste une idée très à la mode, très actuelle, dans l'ultralibéralisme dans lequel nous vivons. Et toute notre philosophie a été marquée par cette vision, disons, darwinienne, bien que Darwin n'a pas tellement insisté là-dessus, mais ce sont ses amis qui ont insisté là-dessus, par l'idée darwinienne de la nature. Eh bien, c'est l'honneur de l'écologie de montrer, et maintenant de le montrer par de nombreux travaux, que la nature, ce n'est pas seulement la compétition, que la nature, c'est aussi la coopération. Ce sont aussi des relations de mutualisme, ce sont aussi des solidarités, et qu'on a vu se multiplier des relations d'entraide dans la nature. J'ai un très bon ami qui est professeur au muséum, qui fait sa carrière sur les symbioses, sur l'art des êtres vivants de vivre ensemble, de se rendre des services. Et c'est tout un immense domaine qui, jusqu'à présent, a été très peu étudié. Dans un bouquin de biologie des années 50, par exemple, les symbioses, c'est une demi-page. Et la compétition, la sélection darwinienne, c'est 300 pages. Aujourd'hui, on a d'innombrables exemples où il y a des relations d'entraide dans la nature. On va prendre peut-être rapidement 2 exemples. J'ai parlé des champignons. J'ai dit que les champignons à chapeau étaient très minoritaires et que la majorité des champignons, c'était des petits filaments blancs qui courent dans le sol. Ces petits filaments vont être capables d'aller chercher dans le sol des sels minéraux, et en particulier des phosphates, et aussi de l'eau, et ils vont rendre aux racines des plantes un immense service, c'est qu'ils vont amener dans la racine des plantes avec laquelle ils sont anastomosés ces sels minéraux dont la plante a absolument besoin. Les plantes, par leurs racines, ne sont pas très capables, par exemple, de capter dans le sol les molécules de phosphate. Et les plantes, comme tous les êtres vivants, ont besoin de phosphate. Pourquoi ? Parce que le phosphate, c'est l'un des constituants de l'ADN. Et que l'ADN, c'est une molécule essentielle de la vie. C'est le programme génétique de chaque être vivant, de chaque espèce. Si les plantes ne pouvaient pas puiser dans le sol des phosphates, il n'y aurait pas de plantes. Eh bien, grâce à ces petits champignons microscopiques, les plantes vont recevoir le phosphate dont elles ont besoin. Mais le petit filament est blanc. C'est un champignon. Les champignons ne contiennent pas de chlorophylle. Et comme ils ne contiennent pas de chlorophylle, ils ne savent pas fabriquer de la matière vivante. La matière vivante, elle se fabrique chaque année au printemps, quand les arbres verdissent, qu'à ce moment-là s'enclenche une réaction qu'on appelle la photosynthèse, où du gaz carbonique de l'air est combiné avec l'eau que les racines font monter dans les tiges pour donner des substances végétales qui sont chimiquement des sucres, même si toutes ne sont pas sucrées. Et c'est comme ça que se fabrique la matière vivante. Chaque année, au printemps, des milliards de tonnes de matière vivante sont synthétisées en l'espace d'1 mois. Eh bien, les pauvres champignons sont incapables de faire ça. Et ils disparaîtraient si les plantes ne leur envoyaient pas de cette matière vivante qu'elles ont fabriquée et qui descendent
dans les vaisseaux par les racines jusque dans les filaments de champignons. Et on voit que ainsi les champignons et les plantes se rendent des services mutuels. On peut résumer par une image. Le champignon apporte à la plante de l'eau minérale et la plante apporte au champignon du sirop. Et ainsi, il y a un équilibre. Admettons maintenant qu'il n'y ait pas ces champignons dans le sol. Mais, chers amis, vous ne pouvez pas imaginer ce que serait la nature. Il y aurait encore des arbres et des herbes, mais il y en aurait beaucoup moins. Et beaucoup d'espèces ne seraient plus là, qui sont totalement dépendantes de cette symbiose. Cette symbiose est porteur de vie. Entraide entre champignons et plantes. Le deuxième exemple est encore plus spectaculaire en matière d'entraide. C'est l'histoire des antilopes koudou. Ces antilopes sont très étudiées en Afrique du Sud. Elles se nourrissent avec les rameaux d'acacia. Et un de mes collègues, qui est un éminent écologiste sud-africain, s'est posé une étrange question parce qu'il a remarqué que les antilopes sur un acacia ne broutent qu'un petit rameau et puis s'en vont ailleurs. Et il s'est posé la question, pourquoi ils ne broutent pas tout l'acacia? Pourquoi ils ne mangent pas l'acacia? Et il s'est aperçu, par une étude très approfondie et qui a duré très longtemps, que lorsque l'acacia commence à être brouté, aussitôt, il fabrique des substances qui sont indigestes pour les antilopes et à forte dose toxique. Et lorsque l'antilope sent le goût de ces substances qui sont des tanins, aussitôt elles abandonnent leur prédation et elles quittent l'arbre parce qu'elles sentent, j'allais dire que c'est pas bon pour elles. Et si elles en consommaient beaucoup, eh bien elles ne digéreraient pas. Et si elles en consommaient encore plus, elles s'empoisonneraient. Alors, pour compléter leur repas, les antilopes vont sur un autre acacia. Et là, mon collègue a remarqué que les antilopes n'allaient jamais sur l'acacia qui est à côté de celui qu'elles ont commencé à brouter et qu'elles ont abandonné. Elles vont sur un acacia à une certaine distance, au minimum 100 mètres, ce qui est beaucoup. Il s'est posé la question, pourquoi? Eh bien, il s'est aperçu que lorsque l'acacia commence à être brouté par une antilope, non seulement il fabrique ces molécules toxiques qui sont les tanins, mais il fabrique aussi un gaz. Et ce gaz, c'est l'éthylène. Et le vent amène ce gaz sur l'acacia d'à côté. Et dès que l'acacia d'à côté reçoit ce gaz, aussitôt, il se met à fabriquer la même molécule toxique de tanin. Et tout se passe par conséquent. Comme si l'antilope, ayant brouté un premier arbre, celui-ci passe l'information à son voisin en lui disant par molécule d'éthylène interposée, attention, les antilopes sont là, défends-toi. C'est une histoire extraordinaire où on voit de la communication entre les arbres, où les arbres se rendent service, où ils s'informent. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est qu'on s'est aperçu depuis cette histoire, et cette histoire a maintenant 40 ans, que c'est un mécanisme qui est très répandu dans la nature et qui fait que dans la nature, eh bien, les herbivores n'ont pas mangé toute l'herbe, n'ont pas mangé toutes les feuilles, n'ont pas mangé tous les arbres, et qu'il y a toujours des herbivores, des feuilles, des herbes et des arbres, parce qu'il y a un équilibre, et que ça n'est pas une lutte acharnée. La plante
donne une partie d'elle-même, mais seulement une partie. Et elle continue à pousser. Et vous voyez que par conséquent, dans la nature, il y a aussi de la coopération. La coopération ici entre les arbres, entre les acacias. Le troisième exemple est encore plus extraordinaire. Il est tout à fait surprenant. Les geais sont, comme pratiquement tous les oiseaux, la plupart des oiseaux en tout cas, monogames. C'est-à-dire qu'ils forment des couples stables où il n'y a pas de coup de ciseau dans le contrat de mariage. Il y a donc des couples de geais. Et il y a des geais qui restent célibataires et qui s'occupent du couple et qui nourrissent les petits et qui nettoient le nid et qui apprennent aux petits à voler. Et ils font tout ça complètement gratuitement, sans que le couple leur apporte quelque avantage que ce soit. Et on a ici une relation tout à fait surprenante d'altruisme, puisque les geais donnent sans recevoir. Et c'est ça l'altruisme. C'est la générosité de ceux qui vont donner, pas dans l'espoir de recevoir à leur tour, mais par pure générosité. Eh bien, cet altruisme existe aussi dans la nature. Bien entendu, ça existe aussi dans la société. Il y a dans la société de l'entraide. On ne peut pas imaginer un seul instant une société où il n'y ait plus d'humanitaire, où il n'y ait plus d'associations, où il n'y ait plus d'ONG, où il n'y ait plus d'écologie sociale et solidaire, où il n'y ait plus de mutuelles, où il n'y ait plus de coopératives. C'est inimaginable. Eh bien, tout ce que je viens d'évoquer, c'est l'entraide dans la société. C'est la solidarité. C'est ce qu'on pourrait appeler aussi dans la société la fraternité. Et il y a d'un côté le monde économique, avec ses lois, avec son marché, etc. Et puis il y a ce qui tempère la rigueur de ce monde économique, ceux qui prennent en charge les moins bien lotis pour qu'ils continuent à vivre et à survivre dans la communauté humaine. Il y a aussi dans la société de l'entraide et de la coopération. Alors on est très sensible aujourd'hui à cette notion. On a demandé aux Français de citer sur 100 noms, de les classer en fonction de leurs préférences. Ils ont mis tout en tête solidarité et tout en queue le 100e OGM. C'est très intéressant. Ça montre bien où va la sensibilité collective. Alors, cette solidarité, c'est à cela que nous travaillons et c'est ce que nous espérons naturellement, vous le comprenez bien, pour le futur. Alors, il y aurait beaucoup à dire sur la solidarité, parce que la solidarité suppose une capacité de partage, d'échange, d'entraide. Et nous devons développer toutes ces potentialités qui sont inscrites effectivement dans l'âme humaine. Il n'y a pas dans l'âme humaine que la cupidité, l'avarice, le désir d'avoir, le désir de consommer à outrance, etc. Il y a aussi ces valeurs-là. Quand on parle de développement durable, c'est une solidarité entre les générations. Nous nous posons, notre génération, la question, comment sera le futur pour nos enfants? Si nous consommons toutes les ressources, il ne leur restera rien. Et donc, on essaye de promouvoir un mode de développement qui ne soit pas gaspilleur des ressources. Par exemple, en développant le recyclage. Nous sommes par conséquent solidaires des générations qui nous suivent. C'est une solidarité intergénérationnelle. Nous pouvons aussi imaginer une solidarité au sein même de notre génération, par plus de partage, par plus d'équité, par plus de justice sociale. Et dans ce domaine,
nous pouvons nous poser des questions. Moi, je me pose des questions, par exemple, sur l'extrême différence des revenus entre les personnes, ce qui touche souvent à de l'injustice. Chers amis, nous vivons dans la société occidentale avec d'incroyables paradoxes. Je lisais, c'était il y a une quinzaine de jours, qu'un jeune Américain de 23 ans avait inventé une application, je ne sais plus bien laquelle, sur Internet naturellement, et qu'il avait eu beaucoup de succès. Et que les grands majors, Facebook, Google et Apple, commençaient à avoir peur de la concurrence qui pourrait leur être faite par le dit jeune homme, qui était un petit malin. Et alors on lui a acheté son application. Elle avait 2 ans. On lui a acheté pour 2 milliards de dollars. Et donc le petit jeune homme a gagné 2 milliards de dollars en 2 ans. Bon, écoutez, il faut qu'on réfléchisse à ça. Est-ce que c'est bien? Quand on voit l'immense pauvreté des 2/3 des humains, peut-être encore plus, c'est pas bien. Et je pense que les générations futures auront le souci d'une meilleure redistribution des biens qui sont à notre disposition et qu'il faudra réussir à répartir plus équitablement. Alors je ne vais pas faire maintenant un sermon sur l'égalité, parce qu'il n'y a pas d'égalité, évidemment. Il y a de l'égalité sur la devise de la République, mais dans la réalité, il y a beaucoup d'inégalités. Mais il ne faut pas que ça soit énorme. Et dans l'exemple que je viens de prendre, c'est effectivement énorme. J'ai lu aussi il n'y a pas longtemps qu'un PDG de je ne sais plus quelle entreprise américaine gagnait 1145 fois plus que le plus modeste de ses employés, ce qui est aussi une différence dans les revenus, dans la gamme de revenus énorme. Bon, voilà une valeur. C'est une valeur portée par l'écologie. C'est la valeur de solidarité, la valeur d'équité, la valeur de partage. Alors, il y en a une autre à laquelle je suis très sensible, c'est la valeur de sobriété. Avec mon ami Pierre Rabhi, nous avons écrit un livre qui est paru il y a quelques mois, qui s'appelle « Le monde a-t-il un sens ?» Il est là d'abord, il est là-bas. Mais Pierre, un peu avant, on a écrit un autre qu'il a baptisé « La sobriété heureuse ». C'est quoi la sobriété heureuse? C'est d'organiser sa vie de telle manière que l'on ne soit pas, disons, des consommateurs acharnés. Qu'on n'ait pas tous les matins quand on se lève un autre désir. Qu'on n'ait pas l'incapacité de satisfaire un désir avant même qu'un autre apparaisse. Qu'on ne vive que dans la frustration de ne pas satisfaire tous ces immenses et innombrables désirs. Qu'on n'ait pas tout le temps envie d'avoir la même chose que son voisin. La sobriété, c'est d'avoir ce qui est nécessaire, évidemment, ce qui est utile, et pas ce qui est futile. Et puis c'est d'avoir les biens de l'esprit et du cœur, avoir des vrais amis, très important. Avoir une vie affective convenable, équilibrée, très important aussi. Ne pas avoir seulement, comme c'est le cas des jeunes, des amis sur Facebook. Ça ne suffit pas. Il faut avoir des amis avec qui on peut parler et qui soient, entre guillemets, le prochain et pas seulement le lointain. C'est ça la sobriété. Et elle a une conséquence très importante, c'est qu'elle empêche le gaspillage, qu'elle permet de consommer moins de ressources et par conséquent de laisser plus de ressources pour les générations futures. Il y a encore une autre valeur qui est portée par l'écologie, bien c'est évidemment la relation avec la nature. Cette relation avec la nature a beaucoup changé. Pendant la guerre, nous étions réfugiés
dans une ferme de l'Auvergne profonde. Je gardais les vaches, j'aidais à la moisson, nous allions baigner dans la rivière, nous passions des heures perchés dans les arbres à faire des cabanes, nous étions toujours dehors, nous étions physiquement très actifs, ce que ne sont plus du tout nos ados. Ils sont très loin de la nature, ils sont sur leurs engins. Et pour eux, la nature qu'ils aiment, ils la voient sur écran. Et l'écran fait écran. Ils n'entendent pas le bruit du vent dans les arbres, le bruit des petites bestioles dans la forêt, les odeurs portées par le vent, tout ça disparu complètement. Et donc on est coupé. Il y a une coupure par rapport à la nature, ce qui crée des déséquilibres, ce qui crée de nombreux déséquilibres en matière de santé, parce que, comme le disent un certain nombre de médecins avisés, ils ne constituent pas un capital santé pour leurs vieux jours. Ils sont fragiles. Je pense à tel ou tel proche, jeune, fragile, incroyablement fragile. Nous sommes moins fragiles, nous avons été moins fragiles, parce que nous avons été plus en contact avec le monde vivant et moins branchés sur les engins. Alors en ce qui concerne ce rapport à la nature, il est extrêmement important. Vous avez bien compris que les équilibres de la nature, c'est une nécessité absolue, comme on l'a montré tout au long de cet exposé. Il y avait un Américain qui était un spécialiste des oiseaux il y a 200 ans, qui s'appelait Macmillan, qui était effrayé par la brutalité des pionniers américains qui fonçaient vers l'ouest, vers la Californie, et qui tirait sur tout ce qui bouge. Vous connaissez l'amour des Américains pour les armes à feu, ça dure encore maintenant. Alors ils tiraient sur les bisons, ils faisaient des cartons. C'est pas qu'ils tiraient sur un bison pour le manger, c'était au contraire pour faire des concours. C'était à qui tuerait le plus de bisons. Puis on les laissait morts sur le terrain, ils pourrissaient, on ne les utilisait pas, on faisait des carnages. Et puis, ce Macmillan a eu très peur, parce qu'il tirait aussi sur les oiseaux, et les condors en particulier, qui sont des oiseaux à très grande envergure, qui font des cartons extraordinaires. Et alors, il a eu peur que les condors disparaissent. Ils n'ont pas disparu, d'ailleurs, ils ont été protégés. Et il a écrit ces quelques phrases magnifiques. Il faut sauver les condors. C'est pas tellement qu'on a besoin des condors, c'est qu'on a besoin de les sauver, parce que pour les sauver, il faut déployer des qualités de sensibilité humaine dont nous aurons besoin pour nous sauver nous-mêmes. C'est très très beau ça. Nous devons développer des qualités de sensibilité pour être respectueux de tous les vivants, de nos frères humains et des autres. Les Grecs anciens ont inventé la démocratie et ils avaient une idée très intéressante. Ils disaient « il y a plus dans quelques têtes que dans une seule ». Donc c'est important que nous puissions trouver au problème des solutions collectives. Et pour cela, il faut que nous trouvions entre nous, ceux qui gèrent la cité, que nous trouvions entre nous des consensus. Pour qu'il y ait consensus, il faut écouter le point de vue des autres, être très attentif à ce que dit l'autre, et essayer de rentrer dans son jeu, de le respecter, de respecter son point de vue, mais d'utiliser ce point de vue pour élaborer ma propre pensée, puis nous nous rapprocherons ainsi les uns des autres.
Et pour cela, il faut que nous appliquions la règle d'or. Et la règle d'or, c'est une phrase: ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent à toi. Ça, c'est la règle d'or. Et les Grecs, curieusement, pensaient qu'ils avaient inventé la règle d'or. Pas du tout. Pas du tout. La règle d'or, telle que je viens de la formuler, est présente dans les textes sacrés de toutes les philosophies et de toutes les religions du monde. Elle est apparue 6 siècles avant Jésus-Christ, partout en même temps, ce qui est étrange d'ailleurs, et elle est présente dans la Bible, évidemment, à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, mais les Grecs ne le savaient pas, et ils pensaient l'avoir inventée. Alors cette règle d'or est très intéressante. Elle est très intéressante parce qu'elle apporte quelque chose du point de vue éthique en ce qui concerne les relations de l'homme avec les autres humains, d'abord. Moi, j'aimerais bien qu'on l'enseigne dans les écoles, parce que ça fait partie du patrimoine de l'humanité. Et je trouve que ça serait formidable qu'on enseigne en même temps les droits de l'homme, auxquels nous sommes évidemment tous attachés, et la règle d'or. Si on mettait dans le cœur de nos enfants la règle d'or, eh bien, c'est que dans leurs bagarres et dans leurs querelles, ils se diraient: ah, il ne faut pas que je fasse à l'autre ce que je n'ai pas envie qu'il me fasse à moi. Et ça ferait tournicoter un petit peu la réflexion. Et ça apporterait une piste éthique de modification et d'amélioration du comportement dans les relations. Et puis, quand on dit les autres, ce n'est pas forcément que les humains, ça peut être aussi les plantes, les animaux. Et alors se dessine une potentielle convivialité entre tous les vivants, entre tous les humains de la grande famille humaine et entre tous les vivants qui sont sur la Terre. Et la Terre deviendrait alors, j'ose pas dire deviendra, mais j'aimerais que ça soit le cas, un immense jardin. Cette vision était celle d'un de mes amis, Théodore Monod, que certains d'entre vous connaissent, qui était un grand savant spécialiste des déserts. C'était un sage. À la télé, on ne voit pas beaucoup de sages, on voit des people, ce n'est pas la même chose. C'était un savant, un immense savant, et c'était un saint, Théodore. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, comme Schumann d'ailleurs, qui est né chez vous, et qui a été pour moi comme un deuxième grand-père, et que j'ai suivi dans l'action européenne à travers toute ma jeunesse. Alors nous avons fait un bouquin avec Théodore Monod, nous avons enregistré des cassettes, et puis il avait 96 ans, et quand on avait fini d'enregistrer, il avait envie de parler aux jeunes que j'étais à ses yeux, bien que j'avais déjà 66 ans à l'époque, mais il en avait 30 de plus. Et j'ai senti qu'il avait envie de me parler. Schumann me parlait aussi comme ça, d'une manière intime. Je suis une des rares personnes à qui il est confié un certain nombre de choses que j'ai racontées dans des bouquins. Alors mon oncle me dit: mais Jean-Marie, j'ai l'impression que vous êtes optimiste. Mais vous êtes optimiste, vous? Je lui ai dit: écoutez, je suis réaliste, volontariste, engagé à servir et à défendre les valeurs qui nous sont communes, celles que je viens d'évoquer. Il me dit: oui, j'ai bien compris ça, mais vous savez bien que l'homme va disparaître. J'ai dit: oui, l'homme peut disparaître dans un conflit nucléaire, c'est vrai. Enfin, espérons que ça ne se produira pas. Et faisons tout pour que ça ne se produise pas. Mais il me dit: Jean-Marie, vous savez bien qu'il n'y aura plus d'hommes sur la Terre en 2100, parce que ce livre, nous l'avons écrit en 1999.
J'ai dit, mais vous êtes très pessimiste. Vous pensez qu'il n'y aura plus d'hommes sur la Terre en 2100? Absolument, il me dit, j'en suis sûr. J'ai dit, bigre. mais c'est très inquiétant. Alors il me dit, oui, écoutez, Jean-Marie, regardez les vaches. Vous voyez dans un champ des vaches. Qu'est-ce qu'il y a de plus pacifique que les vaches? Pacifique. Les hindous en ont fait des vaches sacrées. Ils ont pris la vache comme un modèle de la vie subhumaine. Gandhi a écrit des choses très belles sur les vaches. Est-ce que vous avez lu ce qu'il a écrit? J'ai dit oui, c'est très beau en effet. Bon, il m'a dit maintenant regardez les chimpanzés. Alors, les chimpanzés se disputent tout le temps. Ils se courent après, ils se donnent des coups de bâton, ils se tirent les poils, ils font des colères, ensuite ils se réconcilient, puis ils font de nouveau des colères. Et parfois, entre deux bandes, ils se font la guerre. Et parfois, il y a des morts sur le champ de bataille. Le grand malheur de l'humanité, me dit-il, c'est qu'au lieu de ressembler aux vaches, on ressemble aux chimpanzés. Nous sommes, Jean-Marie, une espèce très agressive. Très agressive. Nous sommes en conflit perpétuel partout. Il y a des tensions partout. Il y a des guerres partout. Il y a des armes partout. Parlons-en des armes. Chaque année, pour fabriquer les armes, on dépense 1900 milliards de dollars. Pour nourrir le milliard d'hommes qui ne mangent pas à sa faim, il faudrait 150 milliards de dollars, soit 13 fois moins. Nous sommes incapables de trouver les 150 milliards de dollars pour nourrir ceux qui ont faim, mais nous sommes tout à fait capables d'en trouver 15 fois plus pour nous entretuer. Et il me dit, vous trouvez vraiment qu'une espèce comme ça a beaucoup d'avenir? Bon, c'était bien expliqué tout ça. Il était très convaincant et visiblement très convaincu. Puis il me regarde avec ce regard bleu, il avait le même regard que Schumann, un regard bleu profond. Il me dit oui, alors il me dit je sais ce que vous pensez Jean-Marie, n'est-ce pas, nous sommes chrétiens tous les deux. Alors il y a le fameux aimez-vous les uns les autres. Est-ce que vous trouvez que ça marche? Je ne dis pas très fort, un peu quand même. Non, il me dit ça ne marche pas bien. Non, ce n'est pas ce qui nous préoccupe. Ce n'est pas de ça qu'on parle à la télé. On parle des technologies. On ne parle pas d'une élévation spirituelle, morale, éthique de l'humanité, jamais. Alors il me dit, voyez, vous savez pourquoi ça ne marche pas? J'ai dit non, je ne sais pas. Alors il me dit, ben, c'est très simple. C'est qu'on n'a jamais essayé pour de bon de s'aimer entre nous les humains. Et il tape un grand coup sur la table et il dit pour de bon. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire pour de bon? J'ai dit oui. Eh bien, si on essayait pour de bon, il n'y aurait plus de guerre. Il n'y aurait plus de gens qui meurent de faim. Il y aurait des malades qui seraient tous soignés. Et un impu qui mourrait dans la solitude et dans l'abandon. Vous voyez, quelle humanité nous pourrions fabriquer? Tellement différente de celle d'aujourd'hui. Alors il faudrait essayer pour de bon. Et puis tout d'un coup, vous savez, c'est un homme âgé. Les gens âgés, ils pleurent assez facilement. Je vois une grosse larme qui coule. Il me prend la main et il me dit, Jean-Marie, je voudrais vous demander quelque chose. On m'a dit que vous faisiez beaucoup de conférences. Alors vous savez quoi? J'aimerais bien que vous disiez ça dans vos conférences. Vous le diriez ça dans vos conférences? J'ai dit oui, je suis d'accord avec vous, je vais dire ça dans mes conférences. Ah oui, parce que voyez-vous,
Voyez-vous, Jean-Marie, j'ai tellement dit de choses dans ma vie, j'ai mené des combats innombrables contre le nucléaire et contre la faim dans le monde, etc. Mais l'essentiel, la cause de tout, je ne l'ai pas dit. Alors si vous le disiez, ça m'enlèverait un énorme poids. Parce que je suis un homme très angoissé. Je vais quitter ce monde bientôt et je vais le quitter angoissé. Alors je lui ai promis de le dire, ce que je fais ce soir, vous le voyez, et puis je le quitte, je l'embrasse, il me tombe dans les bras en larmes, très émouvant. J'étais très ému, moi aussi, vous l'imaginez bien. Et je reprends mon train à la gare de l'Est pour rentrer à Metz, et je note tout ce que je viens de vous raconter, puisque c'est le mot à mot de notre conversation. Puis effectivement, je dis ça. Et je le dis dans les conférences, et voilà pas que dans une conférence, c'était près d'Orléans, quelqu'un s'approche de moi à la fin et me dit « Je suis le fils de Théodore Monod ». Ah, j'ai dit « Alors vous avez entendu tout ce que je viens de dire ?» Oui, il dit « Maintenant j'ai compris. Parce que figurez-vous qu'après vous avoir rencontré, il n'était plus angoissé du tout. Nous avions énormément de mal à le rassurer. Et après, il était calme. Il est mort d'ailleurs pas très longtemps après. Et j'étais très ému qu'il me dise ça, parce que ça m'a profondément fait plaisir. Et alors je pense que dans les crises actuelles, qui sont très graves naturellement, l'État islamique, tout ça, c'est absolument dramatique. Vous l'avez bien compris, tout le monde a compris. Dans les crises actuelles, il faut que nous soyons capables d'être des artisans de paix, d'être des porteurs d'espérance et de lumière. Et si le système économique tel que nous l'avons vécu jusqu'à présent devait être gravement atteint, s'il devait y avoir des changements brutaux, si les crises devaient s'aggraver, alors il faudrait se poser la question suivante. Est-ce que c'est bien que nous soyons dans la société du dollar tout-puissant? Et la réponse, ça serait de dire non. Non, ça n'est pas bien. Il faut une économie solide, une prospérité, bien entendu, la justice sociale, tout ça, il faut. Mais il faut autre chose encore. Et avec les jeunes de la génération suivante dont j'ai parlé tout à l'heure et que je rencontre souvent dans les facultés et dans les lycées, nous mettions en route un autre projet pour l'humanité. Et cet autre projet pourrait être d'aller vers une autre civilisation qui serait la civilisation de l'amour. Merci, chers amis. Vraiment félicitations pour votre exposé. C'est remarquable et c'est vraiment, ça remonte le moral parce que normalement, dans la plupart des conférences, on parle de croissance et de BIP. Vous parlez maintenant d'humanisme, de solidarité pour les générations futures. J'ai quelques doutes personnellement, donc je crois que ce que vous avez dit est parfaitement vrai. Mais est-ce que nous y arriverons? Je viens de terminer le livre de Marie-Monique Robin sur la sacrée croissance et je suis peut-être un peu moins optimiste. Et si nous prenons un autre phénomène, il y a eu ces derniers jours dans les journaux des informations sur le marché automobile aux États-Unis, qui s'est très bien porté l'année passée. Et qu'est-ce que les gens ont acheté? Des ZUF, des pick-up, tout ce qu'il y a de plus gros dans le marché. En même temps, Obama prêche
la diminution du CO2, l'émission de CO2. J'ai lu dans le livre de Marie-Monique Robin que les émissions par tête de pipe au Népal sont de 100 kg par an, par habitant et par an, qui se compare avec 17 tonnes et demie aux États-Unis. Je crois que ça se passe de commentaires. Pour vos propos là sur Pierre Rabhi et la sobriété heureuse que j'ai lu avec beaucoup de plaisir, j'ai quand même aussi un souvenir quand lui et son épouse ont trouvé ces 5 hectares dans les Cévennes avec une maison qui était probablement plus une masure qu'une maison. Il avait besoin d'un crédit de 150 000 francs français à l'époque. Je crois que c'était début des années 50. Et le crédit agricole a refusé parce qu'il n'avait pas de plan de développement. Et on n'arrivait pas à comprendre qu'il voulait s'installer là et vivre des fruits de la terre. Mais ce n'est pas conforme à notre philosophie actuelle qu'on nous martèle tous les jours dans la tête. Il faut de la croissance. De la croissance, je dirais, ad vitam aeternam. Il faut voir quand ça va foirer. Merci. Merci de cette belle intervention, monsieur. Sur l'optimisme ou le pessimiste, vous comprenez bien que si j'ai tant de bonheur à être avec vous ce soir à Luxembourg, je ne voudrais pas que vous quittiez cette salle et cette conférence effondrés de pessimisme, parce qu'alors ça serait raté. Mais bien sûr, il y a de lourdes inquiétudes. Je connais bien Marie-Monique Robin, nous avons souvent échangé, j'ai rencontré dans des conférences où nous intervenions tous les deux. Son point de vue est plein de bon sens. Il y a une idée simple, c'est que dans un monde fini, la croissance ne veut pas être infinie. C'est évident, mais tout le monde comprend ça, c'est complètement évident, puisque à Pékin, à Paris, il y a un périphérique, on envoie un second en projet, à Pékin, il y en a 5, on en aura 10, puis 20, puis 30, mais c'est pas possible. Mais ça, tout le monde le comprend. Bon, donc il faut repenser les choses autrement. Il y a des domaines où il faut de la croissance. Ça serait bien qu'il y ait de la croissance dans le développement du bio, par exemple, puisque nous avons parlé tout à l'heure de l'agriculture biologique. Il y a des secteurs où ça serait bien qu'il y ait de la croissance. Et pour la fabrication des armes, ça serait urgent qu'il y ait une forte décroissance. Voilà, donc je partage tout à fait votre point de vue. Et le parcours de mon ami Pierre Rabhi est tout à fait significatif de ce qui est possible quand on a du courage et des convictions. Pierre Rabhi a quitté l'industrie automobile à Paris tout à fait à la fin des années 50, vous l'avez dit tout à l'heure. Il a fait un pari audacieux, il a réussi, et il a réussi dans un domaine où on n'admire pas les gens. On admire le petit malin qui a gagné 2 milliards effectivement en 2 ans. Alors lui, on dit que c'est un modèle. Notre ministre de l'économie, M. Macron, a dit il y a 15 jours qu'il fallait que les jeunes Français aient envie de devenir milliardaires. Et il aurait dû se taire. C'était pas très bienvenu dans la bouche d'un ministre, parce que la France, comme tous les autres pays, a besoin de bons professeurs, de bons magistrats, et c'est pas déshonorant d'être un bon professeur. Bien que quand on est un bon professeur, on ne devient pas milliardaire. Alors je pense que nous devons restaurer les valeurs, c'est ça le gros du travail à faire. Nous devons restaurer et inverser
un certain nombre de valeurs du monde économique dans lequel nous vivons, qui s'essouffle, qui est un monde qui s'essouffle. Pierre Rabhi a une expression très amusante, il dit « Avec l'économie, on fait de l'acharnement thérapeutique. Ça marche plus, mais on pousse, et ça marche pas quand même. » C'est vrai, mais c'est parce que nous n'avons pas, dans ce domaine, une vraie analyse des situations. Et surtout, ça c'est ma conviction profonde, c'est que l'économie est une science humaine, basée sur des postulats dont personne n'a démontré la véracité et l'éternité de leurs valeurs. On a eu les doctrines libérales qui remontent à il y a 3 siècles. Ça a marché pendant un certain temps. Aujourd'hui, ça s'essouffle. Il faut aller dans un monde, on l'a dit tout à l'heure, évidemment, de plus de solidarité, de plus de justice. Et je ne désespère pas qu'on y arrive. Mais on n'y arrivera qu'à travers une forte crise. Parce que l'histoire de l'évolution, à la fois de la nature et des sociétés, c'est que l'évolution se fait par des crises. Et que c'est en surmontant des crises qu'on fait des pas en avant. Et là, nous sommes devant une crise qui est devant nous et pas derrière nous. L'idée que la crise était mise 2008 et qu'elle est derrière nous est une idée fausse. La crise est devant nous et nous devons faire face et revoir ce que nous considérons comme des vérités éternelles et qui sont des postulats très discutables. Donc je pense que l'économie est à repenser. Et puis quand même entre nous, tous les jours, dans les journaux, à la télé, on voit des économistes qui nous parlent. Ils ont été totalement incapables de prévoir la crise. Et ils sont tout aussi incapables d'en prévoir les solutions. Et ça prouve que leur science n'est pas très opérationnelle et qu'il faudra la repenser. Bonsoir et merci aussi pour votre superbe conférence. Je voulais demander qu'est-ce que vous pensez du fait que des sociétés comme Monsanto sont en train de monopoliser la production de la nourriture dans le monde entier, c'est-à-dire en introduisant des genres de plantes qui ne se reproduisent pas et qui sont en train d'interdire par un lobbying intensif auprès de la Commission et des autres politiques toutes les anciennes sortes, les anciennes semences, etc. C'est devenu même illégal de s'échanger des semences. J'ai des amis en Allemagne qui font une association justement pour ça, pour maintenir en vie des anciennes carottes qui ont toutes les couleurs, etc. Et Monsanto, avec l'aide de la politique, met le grappin dessus, dit non, non, ça c'est illégal, c'est comme des drogues ou des armes qui seraient illégales. Et je veux dire, la nourriture, c'est quand même la base de tout. Et si l'industrie, l'idée du profit prend la possession de cette base de l'humanité, c'est très très grave. Ben, je partage votre point de vue à 100%, à 200%. J'ai consacré 5 ans de mon existence à cette question des OGM, avec en face de nous la puissante Monsanto en question. Nous avons beaucoup agi sur ce domaine, en ce domaine. Nous avons modestement contribué à ce que l'opinion publique européenne soit hostile à ces produits. Je termine demain un ouvrage sur les légumes d'autrefois, sur les légumes oubliés, sur ces questions-là précisément, où j'expose des points de vue qui sont exactement ceux que vous exposez. Nous avons en France une association qui s'appelle Cocopelli et qui conserve des graines de variétés anciennes et qui les échange d'une manière quasiment illégale. Mais bon, on ne les met pas en prison. Parce qu'ils sont soutenus par l'opinion publique et parce qu'ils sont soutenus aussi par un certain nombre de personnages qui ont recours à ces graines, y compris des conservatoires, y compris
le conservatoire du château de Versailles et beaucoup d'autres. Donc il se fait des choses. Alors ce que je trouve terrible, vous l'avez signalé, c'est ce lobbying effréné à la Commission européenne. Ça c'est terrible, c'est vraiment terrible. Il m'arrive d'aller à la Commission, d'être invité, ils m'ont bombardé ambassadeur bénévole de l'environnement de l'Union européenne. Alors quand on va à Bruxelles, on est installé par la Commission dans un hôtel, étrange hôtel, grand hôtel, où on ne parle que l'anglais, où lorsque vous parlez français, on vous regarde comme si vous tombiez d'une autre planète, où il n'y a que des Américains qui sont tous lobbyistes. Alors j'ai dit aux amis de la Commission, j'ai dit, mettez-moi plus dans cet hôtel la prochaine fois, mettez-moi ailleurs. Mais c'est terrible. Et en face de ça, il n'y a qu'une réponse, ce sont les opinions publiques. Et les opinions publiques évoluent. Et elles évoluent, à mon sens, dans le bon sens. Parce que, effectivement, dans ce domaine des OGM en particulier, eh bien, nous constatons que, dans son immense majorité, l'opinion publique européenne est hostile. Et comme l'opinion publique européenne est hostile, ils n'ont pas réussi à mettre les OGM en Europe. Jusqu'à présent, on a réussi à faire face. Et ça montre bien combien il est important d'avoir des opinions publiques. Alors mon ami Gilles-Éric Serralini a fait une étude sur des rats qui ont été nourris avec un maïs OGM et qui ont manifesté des pathologies au bout d'un certain temps. J'ai suivi cette étude, j'étais à ce moment-là son président, et quand cette étude a été publiée, il y a eu une incroyable levée de boucliers du monde scientifique, du monde économique, du monde politique. On a massacré notre ami Gilles-Éric, massacré, nous l'avons défendu, il a publié son étude dans une grande revue internationale, scientifique, avec ce qu'on appelle un comité de lecture, c'est-à-dire des pairs qui examinent les travaux qui sont présentés pour publication. Vous ne savez pas ce qui s'est produit. Le rédacteur en chef de cette revue a été balancé et remplacé par quelqu'un de chez Monsanto. Donc même le monde politique, même le monde scientifique est contaminé dans ses valeurs premières, parce que le monde scientifique se doit d'un minimum d'indépendance intellectuelle. C'est la définition même de la science. La science ne doit pas être entre les mains des grands pouvoirs d'argent. Mais voilà, il s'est passé cela. Et bien nous continuons. J'ai eu Gilles-Éric au téléphone hier. Il a eu beaucoup de succès, par contre, en Union soviétique, en Russie, pardon, aussi en Inde. Il a fait tomber plusieurs projets d'OGM en Inde. Il a reçu le soutien de plusieurs centaines de scientifiques travaillant dans ces domaines-là du monde entier. Il est en relation avec une scientifique italienne et un scientifique moscovite qui ont obtenu les mêmes résultats que lui. Et nous réfléchissons ensemble à la manière dont il faudrait s'y prendre pour que petit à petit nous arrivions à percer. C'est notre combat, cher monsieur. C'est le vôtre aussi. C'est donc le nôtre. Oh, le plus grand mal. Naturellement, le plus grand mal. Le traité transatlantique. Où... Voilà, c'est ça, oui. Vous résumez bien les choses. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Également de ma part, un grand merci pour votre exposé. On parle du TTIP, on parle de Monsanto, on parle d'une grande diversité, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est le résultat. Comment avoir des résultats
si on est régi par des gens qui nous écoutent pas? Merci. Alors, les gens qui ne nous écoutent pas. Il y a beaucoup de gens, cher monsieur, qui ne nous écoutent pas. Nous discutons beaucoup actuellement avec Pierre Rabhi sur cette question. Nous constatons, je connais moins la situation au Luxembourg, nous constatons que la parole des responsables politiques est décrédibilisée. Leur discours est brillant, toujours brillant. Ceux qui les écrivent, ces discours, ont une bonne plume. Par conséquent, le discours paraît convaincant. Et les actes ne suivent pas. Et il y a des grandes pétitions d'optimisme et de projets miraculeux et mirobolants. Et puis il ne se passe rien. Et puis on s'aperçoit que l'économie se dégrade, malheureusement, très vite dans mon pays. Très vite. Alors en face de ça, vous avez la société civile. Vous avez tout le monde associatif, vous avez toutes les forces que j'ai évoquées tout à l'heure à propos de l'entraide et de la solidarité. À travers la société civile, il se font des choses importantes et intéressantes. J'ai écrit, il y a quelques années, un bouquin qui s'appelle toujours d'ailleurs, C'est vert et ça marche. J'avais pris des exemples où des entreprises ou des associations avaient réalisé de très belles choses dans le respect des grandes valeurs et des lois de l'écologie. Aujourd'hui, un livre comme ça, je ne le ferai plus. Pourquoi ? Parce que des initiatives de ce genre, il y en a énormément. En réalité, vous le savez, c'est sur ce point que je ne serai pas trop pessimiste. Il y a vraiment d'innombrables initiatives qui sont prises partout. Je pense aux AMAP, par exemple, pour les légumes bio, c'est un domaine que je connais bien. Dans le domaine de l'énergie, il y a beaucoup d'initiatives. Dans le domaine de l'écologie urbaine, beaucoup d'initiatives aussi. Nos villes sont plus belles et peut-être quand même plus vivables que n'ont été les villes des années 60. Il se fait des choses. Mais ceci n'est pas porté par le monde médiatique, ni par le monde politique. Ça se fait un peu par en dessous, comme une fermentation. Les choses bougent, mais ça ne se voit pas. Et moi, je pense, comme mon ami Edgar Morin, qui a fait un bouquin qui s'appelle La Voix, et où il a fait l'inventaire de toutes ces initiatives, que la société civile est la seule force actuellement qui peut faire basculer les choses. Alors quand je prends le mot basculer, c'est à dessein. Il peut se produire que si se multiplient de telles initiatives, essentiellement venant du monde associatif ou du monde humanitaire ou de l'économie sociale et solidaire, à un moment donné, ça fasse du poids, que ça pèse lourd et que ça enraye des mécanismes pervers et fautifs comme ceux que nous venons d'évoquer. C'est ça que je crois qui peut se produire. Donc il est très important que la société civile soit très présente dans les débats, très active dans les initiatives et très novatrice. Voilà. Et là, on trouve des discours qui sont compréhensibles par tout un chacun. Mais c'est vrai, enfin je le vois en France, le discrédit de la parole politique est extraordinaire. C'est très étonnant. Moi, quand je regarde un discours d'un homme politique, je dis très bien. Je réagis comme un prof. Je lui mets 20 sur 20. Très bien. Ils sont brillants. Mais vous ne pouvez pas savoir comme ces Français sont brillants. Ça ne donne rien. Ça ne donne rien. Voilà, parce que nous avons les énarques, nous avons
les grosses têtes de Bercy, nous avons tous ces gens qui ont capté le pouvoir en réalité, mais qui n'ont pas de prise sur la société et sur la vie. Par contre, tous les groupes que j'ai évoqués tout à l'heure sont en prise. Et donc il ne faut pas désespérer. La situation est grave, mais non désespérée. Oui, alors, chère madame, j'ai été assez stupéfait que madame Royal ait dit hier qu'on allait vers une nouvelle génération de centrales nucléaires. La première chose, c'est qu'on voudrait prolonger les centrales nucléaires existantes jusqu'à l'âge de 60 ans. Je trouve ça une très mauvaise idée, parce que ce sont des industries qui sont à haut risque, ce que tout le monde a bien compris, qui sont à haut risque, et qui, comme toutes les industries au monde, sont vieillissantes. Et par conséquent, il faudrait investir beaucoup d'argent pour les faire durer, en changeant les pièces les unes après les autres, sans qu'on puisse s'assurer d'une sécurité parfaite. Donc je pense que, comme il avait été dit au départ, une centrale nucléaire, ça doit vivre maximum 30 ans, 40 ans c'est le maximum du maximum et pas plus. Vous avez lu probablement qu'EDF voudrait les faire durer 60 ans. Mon point de vue a toujours été que le nucléaire était une industrie de transition, mais que contrairement à ce qu'on a dit, et surtout ce qu'on a dit en France, ça n'est pas la solution au problème énergétique. La solution, c'est vers les nouvelles formes d'énergie qu'on appelle les énergies renouvelables. Et vous savez sans doute que l'Union européenne a l'ambition de porter en 2030, c'est-à-dire dans 15 ans, c'est bientôt, la part des énergies renouvelables à 25% de la production globale et de la consommation globale énergétique. Alors, comme d'habitude, je suis en désaccord avec mon pays sur ce plan. Je l'ai toujours été et je le suis toujours. Je n'ai pas du tout changé mon point de vue. J'ai un ami qui a été tout récemment à Fukushima. Bon, ce qui m'a rapporté comme information n'était pas de nature à me rassurer, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, nous continuerons à défendre notre point de vue et je pense qu'il n'est pas nécessaire d'imaginer une nouvelle génération de centrales, d'autant plus qu'on s'est planté en France, mais ça personne n'ose le dire, vous ne le lirez pas dans les journaux, avec le générateur nucléaire de Flamanville qui fait 1650 mégawatts, qui est trop gros et qu'on ne nous achète pas à l'étranger. Donc on s'est planté par gigantisme. Toujours ce désir de faire immense, de faire très puissant, de faire très gros. Il fallait faire à la limite des petites centrales. Alors je ne sais pas du tout, le débat va maintenant s'engager quand on sera sorti du débat actuel sur la question du terrorisme. Il va s'engager naturellement, puisque ces propos de Madame Royal sont tombés brusquement avant-hier à la stupéfaction générale. Je pense qu'il va y avoir un débat là-dessus et que nous prendrons part à ce débat. Voilà, merci beaucoup Jean-Marie Pelt pour une conférence plus qu'intéressante. Tous u, also alle goede die nog een beetje tijd doen, blijft trouwens naar hij. Wir serveren nicht nach kleine Pat op huis naar bannen. Auch da haben der Stand von un ami du centre Jean-Marie Pelt de Rodemack avec son président Christophe Fissette, à qui je dirais sans rougir, on va se lancer encore davantage dans la relation, dans le partenariat avec le centre Jean-Marie Pelt et j'espère que notre ami
restera le Spiritus Rectus pour nous guider dans nos travaux futurs. Merci Jean-Marie d'être venu et pour les propos plus qu'intéressants. Merci, ihr alle gut, dass ihr daheim wart. Mais wie gesagt, läuft nicht direkt fort, sondern ein bisschen Zeit hat, könnt ihr ruhig dabei bleiben. Merci, an der schönen Nacht.